Bienvenue sur Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro un architecte ou un designer, une marque reconnue ou émergente, un entrepreneur ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler déco. Son parcours, son métier, son quotidien, son univers, ses goûts, on saura tout. Enfin, j'espère. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là pour ce rendez-vous déco. Pour ceux qui écoutent pour la première fois, bienvenue. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. En 2019, le studio de création Mini Labo fête ses 15 ans. Il me restait donc 4 jours pour rencontrer Caroline Diaz et Céline Hainaut et vous parler de leur univers bien connu des petites créatrices. Poétique, ludique, graphique, fleuri, les adjectifs ne manquent pas pour définir leur style et les motifs qu'elles imaginent pour leur création et les nombreuses marques avec lesquelles elles collaborent, que ce soit en déco, textile ou papeterie. Cet épisode est enregistré au Panache Hotel. Bonjour Caroline, bonjour Céline. Bonjour Hortense. Bonjour Hortense. Alors la première question qui me vient tout simplement, c'est d'où vient votre nom Mini Labo ? Alors, ça vient d'un échange qu'on a eu avec un groupe d'amis et créatrices avec lesquels on collaborait sur des ventes privées. On faisait une vente 2 fois par an au moment de Noël et au moment de la fête des mères. Et on avait un premier nom, mais qui était un petit peu particulier, qui s'appelait Bonté Divine, où en fait, voilà, on était tout un groupe de filles, et selon le savoir-faire de chacune, il y en a qui tricotaient, il y en a qui faisaient de la broderie, il y en a qui faisaient de l'illustration, il y en a qui faisaient de la couture, voilà, c'était plein de choses. Et on se réunissait pour ces ventes et on proposait à nos amis, à nos familles, et toutes nos petites productions qu'on avait réalisées pendant 2 mois avant ces ventes. Et puis au fil des années, parce qu'on en a fait quand même sur plusieurs années, on s'est dit, il faut faire quelque chose de ça suffit plus de faire ces petites ventes, il faut vraiment monter quelque chose. Et là, à ce moment-là, on a été aidé par une cliente amie qui venait à nos ventes, qui nous a dit, moi je sens qu'il y a quelque chose à faire et je veux vous aider. Et du coup, on a, avec ce premier groupe de filles, on a commencé à réfléchir. Comme effectivement ça ressemblait à plein de petites expériences qu'on pouvait faire à un moment donné sur des techniques qui nous plaisaient, très vite on est arrivé sur l'idée du laboratoire et du petit laboratoire, donc du mini laboratoire, voilà, dans lequel on pouvait chacune s'exprimer et faire ce qu'on voulait. Voilà, ça c'est vraiment de là que c'est parti. Après, ça s'est transformé et on est parti sur vraiment autre chose et finalement on est resté à la fin que 3 personnes. Et on a monté cette structure, mais on a gardé ce nom sur lequel on s'était penché et on avait fait une espèce de brainstorming. Et voilà, on a gardé parce qu'on trouvait que c'était vraiment, en fait, ça correspondait vraiment à ce qu'on voulait faire et à qui on était. Et alors, vous vouliez faire quoi ? Quelle est l'histoire de Mini Labo, les tout débuts ? Alors les tout débuts, c'était l'envie de s'amuser surtout, parce qu'en fait on travaillait déjà, on était dans le domaine créatif, mais avec toutes les contraintes d'une entreprise où on était salarié et où finalement on se sentait vite limité dans nos explorations. Donc l'idée c'était amusons-nous, développons notre créativité autrement et c'était vraiment le moteur de l'histoire. Donc vous vous connaissiez, parce que vous dites on, donc vous vous connaissiez, vous travaillez ensemble, c'est ça ? Oui, avec Céline, on travaille ensemble depuis, on a calculé, alors non, je vais être mauvaise en calcul, mais ça a commencé en 1992. Donc dans un bureau de style d'une marque de vêtements pour enfants. Et alors à quel moment vous êtes dit que vous alliez vous créer Mini Labo ? Mini Labo, c'est venu très tard. C'est venu, je pense, on a commencé à y penser sérieusement après 2000. Et puis on a monté la société en 2004 avec une autre associée. Mais tous les ans, on se posait la question, on se disait, il faut faire quelque chose. Voilà, il ne faut pas rester sur juste ces petites ventes ou ces moments suspendus dans le temps où vraiment on se fait plaisir. Il faut, voilà. Mais c'est un cheminement. Et puis c'est un travail, nous, d'équipe, qui s'est mis en place effectivement en 92. On travaillait bien ensemble, ça fonctionnait bien. Et voilà, on avait envie de faire autre chose, toutes les deux, autrement. Et quel a été le déclenchement alors de la structure, je dirais ? Je pense que c'est à la fois donc, l'engouement des personnes pour notre travail,
Du coup, c'était stimulant et on s'est dit qu'il y avait effectivement un potentiel. La rencontre aussi avec une personne qui nous a conseillé de nous structurer et l'ennui qui devenait de plus en plus pesant au travail puisque la société pour laquelle on bossait avait été rachetée par un groupe. Donc on s'est dit, là c'est le moment. Nous, on avait fait nos enfants, il fallait qu'on trouve un autre territoire. Donc voilà, ça a été l'entrepreneuriat. Et alors, quels ont été les premiers produits qui sont nés de votre collaboration ? Les premiers produits, justement, comme nos enfants étaient encore petits à ce moment-là, et qu'on venait du monde, l'univers de l'enfant, tout naturellement, on est resté sur l'enfant. Et puis on avait aussi une identité visuelle, un style qui était assez naïf, déjà à l'époque. Voilà, donc on a mélangé nos identités toutes les deux, ce qu'on faisait déjà dans notre bureau de création. Caroline, sur le floral, sur la couleur, était très forte. Moi, j'adorais l'illustration, j'en faisais à l'extérieur pour un agent, je travaillais pour un agent. Donc on a mélangé ça et voilà, les premiers produits, c'est vrai que c'était des doudous, c'était la papeterie avec vraiment un style très naïf. Et on a exploré vraiment le côté enfantin avec des produits vraiment pour les petits. Et ensuite ? Assez rapidement, on s'est senti un petit peu limité et on s'est tourné vers des éditeurs qui nous ont entraînés vers d'autres territoires et des produits un peu plus élaborés. Parce qu'en fait, les premiers produits qu'on a développés, il faut quand même le dire, au début, on les fabriquait à la main. C'est-à-dire que nos carnets, c'était de l'impression, c'était du brochage manuel, les doudous, c'était de la couture et de la broderie main. Jusqu'à ce qu'on ait une commande un peu plus conséquente des boutiques. On travaillait avec des petites boutiques parisiennes et ça commençait à s'étoffer. Donc là, on a commencé à se dire, il va falloir qu'on trouve des petites mains. Donc les choses ont commencé à se développer. Et quand toute cette chose a pris beaucoup d'ampleur et finalement devenait un peu trop lourde parce que trop de logistique, donc c'était le succès qui arrivait, mais en même temps, voilà, on n'avait plus trop le temps de créer. Du coup, on s'est dit, il faut qu'on trouve une solution. Et c'est là qu'on s'est tourné vers l'édition et que de nouveaux produits ont fait leur apparition. Alors, est-ce que je me trompe ? Vos premiers produits, en fait, ont été produits pour le Japon. Alors, il y a peut-être un petit contresens, mais c'est vrai. En fait, il y a une histoire avec le Japon et vos débuts. Oui, mais alors il y a eu 2 débuts avec le Japon. Et donc, il y a eu le premier début avec un premier petit client au Japon, qui a été celui qui nous a entraînés vers justement cette dimension CAT. En fait, on a dû faire fabriquer nos doudous parce qu'il nous avait commandé une centaine de doudous, ce qui était incompatible avec notre emploi du temps. 100 doudous à produire en un temps record. Donc ça a été un premier appel du Japon. Donc là, on a senti qu'il se passait quelque chose avec le Japon. Et puis après, il y a eu une deuxième rencontre avec le Japon à travers une maison d'édition de livres pour enfants. On a été repéré par un gros client VPCiste, en fait, un catalogue style AMPM au Japon, qui s'est tourné vers nous et nous a demandé des motifs. Et ça a été une petite collection pour la chambre qui s'est développée avec le temps. Et c'est toujours c'est devenu notre plus gros client aujourd'hui. Alors justement, vous avez vos propres créations évidemment, mais vous travaillez beaucoup avec des marques. C'est vous qui leur proposez ou ils viennent vous chercher ? Elles viennent vous chercher ? Ça dépend. En fait, il n'y a pas de règles. Il y a parfois des rencontres autour d'événements où on se dit tiens, on pourrait faire quelque chose ensemble. Notamment, par exemple, Adeline Clam, ça a été une rencontre comme ça autour de nos 10 ans. Elle est venue faire un atelier, on a sympathisé et puis pendant 4 ans, on a laissé mûrir quelque chose qui a donné cette belle collaboration qu'on a mis au point pour nos 15 ans autour du papier washi. Parfois, ce sont les marques qui viennent nous chercher. On a été, à nos débuts, par exemple, la Redoute est venue nous chercher sur la maison, la maison pour le linge de maison pour enfants. Parfois, avec Camille, notre agent, notre attaché de presse, on a eu aussi l'occasion, à travers ses clients, de faire des rencontres sur des présentations et de se dire, mais tiens, il y a quelque chose à faire ensemble, notamment avec Baya, les carreaux de ciment. Là, c'était une rencontre qui s'est faite comme ça, à travers Camille, et c'est un super projet. Dont on est très fiers. Comment vous travaillez pour ces collabs, justement ? À quoi ressemble une séance de travail pour imaginer les motifs ou une collection ? On rencontre les gens, bien évidemment. On essaye de s'adapter parce que, effectivement, ces collaborations, elles nous amènent sur d'autres territoires, avec d'autres façons de travailler et d'autres supports, parfois,
pour lesquels il y a des contraintes qui sont très particulières. Donc il faut déjà cerner un petit peu ça pour comprendre comment nous, on va pouvoir adapter nos motifs, nos dessins, nos couleurs, s'il existe des gammes ou pas, s'il y a vraiment des contraintes techniques. C'est ça qui est intéressant dans le travail des collaborations, c'est d'adapter notre univers, notre travail à un savoir-faire et une technique particulière liée à cette collaboration. Voilà, et après, on parce qu'imaginer des motifs pour un carnet, par exemple, ou pour des carreaux de ciment, par exemple, ce dont tu parlais, quelle est la différence, justement ? Qu'est-ce qu'on ne soupçonne pas, nous, grand public, auquel vous devez penser ? Par exemple, là, ces 2 exemples très intéressants, c'est l'échelle. Un carnet, tu le tiens dans ta main, tu as le motif sous les yeux, c'est une surface simple, c'est imprimé... C'est un process d'impression très simple, surtout aujourd'hui avec l'impression numérique. Le carreau de ciment, c'est un produit qui va s'étaler sur une énorme surface, qui va occuper un espace important. Donc le rapport à la couleur, à l'échelle du motif est totalement différent. Donc c'est des facteurs très importants à prendre en compte. Et puis la technique spécifique du carreau de ciment qui est un moule, donc qui implique de penser la répartition des couleurs et la simplicité aussi du motif. Ça nous a demandé, nous, un gros travail de synthèse. Voilà, donc ça va nous amener à une écriture un peu plus encore peut-être plus simple ou différente, plus graphique. Et surtout la notion de répétition, par exemple avec le carreau de ciment qui est très important. Parce que du coup, en termes de support, je ne suis pas sûre qu'on dise ce mot-là, mais entre le papier peint, les coussins, la vaisselle, etc., pour lequel c'est le plus facile ? C'est différent. Voilà, chaque domaine a ses contraintes, donc c'est pas une histoire de difficulté, c'est une histoire parfois vraiment d'adaptation. C'est vraiment à nous de nous mettre au niveau de la technique. Voilà, c'est plus ça. Et c'est intéressant pour nous parce que du coup, ça nous oblige à aller explorer autre chose parfois. Effectivement, on peut faire quelque chose de très travaillé et de très riche en couleurs. Et puis, effectivement, d'un seul coup, on va être sur quelque chose en 2 couleurs, en bichromie. Voilà. Et du coup, ça nous demande une autre réflexion. Et c'est ça qui est intéressant dans le travail de création. C'est de pouvoir vraiment s'adapter et de même de prouver que c'est possible de le faire. Parce que c'est vrai que certaines personnes nous disent « Ah oui, mais vous, c'est ça, c'est la couleur, c'est plein de motifs, c'est plein de détails. » Oui, mais on peut faire autre chose, ou on peut vous amener, tout en gardant notre identité, on peut et donc, alors, concrètement, quoi, vous vous mettez autour d'une table, vous dessinez, vous griffonnez, ou pas du tout ? Ça se passe déjà sur un ordinateur ? Quelle est votre façon de travailler ? Mais alors, comme ça fait déjà un petit moment qu'on travaille, on a une espèce une base de dessins qui sont imprimés, qu'on manipule, parce que la couleur, c'est sur le papier. La couleur sur l'écran, c'est quand même très compliqué. Donc en général, en rendez-vous, voilà ce qui se passe, on étale un petit peu toutes nos petites productions et avec notre futur partenaire, on échange, on voit sa réaction par rapport à un motif et du coup, ça nous donne déjà une direction. On sent des envies à la fois d'écriture et de couleur. Et donc à partir de ça, en fait, on va réfléchir, élaborer. Et en général, comme ces rencontres, elles sont pas... Il y a une petite part de hasard, mais si on se choisit, c'est que voilà, il y a déjà une affinité. Donc en général, c'est un process assez rapide, finalement, cet échange. Et très rapidement, on arrive à se mettre d'accord sur des ambiances, sur des motifs. Bon, avec Baya, par exemple, la contrainte, c'est qu'elle a déjà sa gamme de couleurs. Donc à travers une gamme, qui est heureusement très étendue, nous, on a retrouvé notre univers. C'est aussi le cas avec les torchons qu'on fait pour Moutet, les torchons en jacquard. Ils ont une gamme de fils à travers laquelle nous, on essaye de retrouver... tiens, ça, voilà, là, ça, c'est Mini Labo, c'est notre territoire, on va arriver ici à inscrire quelque chose. Et c'est la rencontre des deux qui est intéressante et stimulante. En fait, c'est pas une difficulté, c'est plutôt quelque chose qui stimule. La contrainte, c'est quelque chose qui rend créatif, en fait. Et alors, après, pour certaines marques, est-ce que vous faites que les dessins ? Et pour d'autres, vous allez jusqu'à la conception du produit, la fabrication du produit, c'est ça ? Ou c'est à chaque fois uniquement le dessin ? Non, la fabrication, elle est réservée à la personne qui vient nous chercher et qui a vraiment une technique particulière. Et quand vous auto-éditez, par contre, là, il y a tout un concept de fabrication. Là, on va jusqu'au bout, effectivement. Et alors, comment vous travaillez dans ces cas-là pour apposer votre dessin sur des produits ? Alors, en auto-édition, on va être honnête, on choisit des produits assez simples à mettre au point, parce qu'on aime que ça aille vite, parce que c'est compliqué de trouver des fabricants qui soient vraiment capables d'élaborer des choses, surtout qu'aujourd'hui, on a vraiment
envie de produire en France. Et c'est vrai qu'aller chercher les savoir-faire et trouver des coûts qui soient supportables, c'est pas évident. c'est en cours, mais c'est long. Donc, Pourquoi c'est pas évident ? Parce qu'on a perdu, je pense, pas mal de savoir-faire. Donc c'est quelque chose qui est en train de se redévelopper, de se redéployer. Mais aujourd'hui, vous voulez faire de la céramique en France. Tout de suite, vous arrivez sur des coûts assez élevés. Et comme nous, on a longtemps existé à travers l'édition, avec des modes de fabrication qui étaient ceux d'une époque, même si on les remet en question aujourd'hui, mais qui du coup, on arrivait à un prix public qui était tout à fait abordable. Aujourd'hui, nous, par rapport à notre public, c'est compliqué de dire, tiens, maintenant la tasse que vous pouviez payer 12 €, vous allez la payer 25 €. Voilà, donc il faut qu'on s'adapte et il faut qu'on trouve... voilà, donc c'est une réflexion en cours. Et puis la prospection des fabricants en France, voilà, ça prend du temps et c'est une démarche nouvelle pour nous aussi. Donc ça se met en place. Quel est le délai entre votre idée et la sortie d'un produit, par exemple ? Ouh là là, ça peut être très rapide, comme ça peut prendre des mois. Parce que Oui. tant qu'on n'a pas trouvé le bon fabricant, la bonne personne, ou parfois nous on met de côté des choses, on digère un petit peu. Il y a quelque chose qu'on fait depuis quelques années, ça nous amuse et ça nous... Et on aime bien faire participer les gens autour de nous, nous donner leur avis. Donc les gens autour de nous, ça peut être des gens de notre famille, c'est des créatrices, c'est des amis, c'est plein de gens très différents. Et souvent, on les interroge, on dit voilà, on a une idée, on a un projet, on veut vous le montrer. Qu'est-ce que vous en pensez ? On aime bien faire ça de temps en temps. On ne le fait pas sur tous les projets, mais on le fait vraiment sur des choses un petit peu différentes. Et après, la décision finale, elle nous appartient, mais ça nous intéresse de savoir, comme ça nous intéresse d'avoir le retour de nos clients sur les produits qu'on leur propose. Et ben, c'est pareil, en amont, sur la création, on aime bien, on fait des propositions, on les envoie, on les montre. Et voilà, on a des petits sondages, des petits retours. Et après ça, hop, on peut encore prendre un peu le temps de réfléchir, de laisser poser et de se remettre à l'ouvrage sur ce projet. Oui, donc le temps que ça mûrisse, ça peut prendre beaucoup de temps. Ça peut prendre, pour plein de raisons différentes, mais on a ce client important, Belle Maison, qui quand même prend beaucoup de temps, c'est-à-dire tous les jours on travaille. Celui qui est au Japon. Celui qui est au Japon, tous les jours on travaille pour eux, avec le décalage horaire, donc ça demande quand même un petit exercice. Il faut qu'on réponde à un moment donné dans la journée, sinon on passe à la journée d'après. Et puis comme c'est énormément de références, il y a énormément de choses à vérifier, à corriger, à valider. Donc ça c'est notre quotidien, et en dehors de ça, on essaye de mener nos projets, les collaborations et nos autoproductions. Quel est votre meilleur souvenir de collaboration ? Une anecdote comme ça Alors, un des plus récents avec Adeline Klein, parce que c'est vraiment une très belle rencontre, c'est une rencontre humaine intéressante. Le produit est magnifique, mais ce que vous avez fait avec elle, juste en 2 secondes. On a développé une gamme de papier washi. Donc c'est un savoir-faire qu'elle a déjà au Japon. Alors elle travaille avec des fabricants japonais sur des motifs traditionnels japonais qu'elle imprime avec une gamme colorée, un univers coloré qu'elle a créé de toutes pièces. Et ça a été un gros challenge pour nous parce que du coup avec Adeline, c'est nos motifs, mais à ses couleurs. Et ça a été un espèce, non pas de renoncement, mais une adaptation pour nous difficile parce qu'on a toujours dit, Minilabo, c'est la couleur, on vous reconnaît par votre univers coloré. Et là, c'était vraiment la rencontre de nos 2 univers. Donc ça, c'était assez passionnant à mener. Et ça s'est fait finalement assez facilement, mais sur le moment, on s'est dit... Oui, il fallait que chacun y trouve son compte. Voilà, chacun s'y retrouve, chacun retrouve ses petits. Et au final, c'est vraiment une des collaborations la plus réussie, la plus évidente. Enfin, quand le produit est arrivé sur le marché, qu'on en a commencé à en parler sur les réseaux sociaux, mais tout le monde a dit, mais oui, c'était tellement évident cette rencontre. Alors, c'est quoi le papier washi ? Donc c'est un papier travaillé à base de fibres, donc c'est un papier très fibreux, différentes épaisseurs, avec une acidité particulière, donc qui est très utilisé normalement à la base pour l'estampe, la gravure, sauf que là il est imprimé, donc l'usage devient décoratif, on peut fabriquer des carnets, on peut recouvrir des meubles, on peut faire des papiers cadeaux luxueux. Des origamis. Voilà. De l'origami, ouais. Et votre pire souvenir ? On va pas balancer quand même. Mais si, mais est-ce qu'on en a ? Non, en fait, les collabs les moins réussis, c'est une collab où en fait, il n'y a pas d'échange. C'est comme si on vous commandait un travail, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le retour et partager.
Donc quand il n'y a pas ce retour-là, c'est très frustrant pour nous. Si c'est juste faire un dessin et qu'il soit appliqué sur peu importe la surface, voilà, c'est un petit peu, pour nous, ça suffit pas. Sinon, on devient un bureau de création lambda et voilà, c'est un client auquel on répond à une demande. Mais voilà, donc ça arrive parfois parce que vous n'êtes pas toujours en phase avec les gens ou ils attendent pas la même chose que vous. Donc ça peut arriver, mais c'est pas des mauvaises expériences, c'est juste une frustration parce qu'il n'y a pas de retour. Alors, est-ce qu'on est doué en dessin ou est-ce que ça s'apprend? Comment vous avez appris, vous, à dessiner, en fait? Quel est le cœur de votre métier? Vaste question. Je pense que c'est pas comme Obélix, on tombe pas dedans dans la potion tout petit. Je crois pas. Si. Moi, je pense qu'il y a les deux, en fait. C'est-à-dire qu'on peut être dans un environnement où on est prédisposé à ça parce qu'autour de nous, les parents ou la famille sont déjà dans la création et on est un petit peu baigné là-dedans. Voilà, ça peut être ça, le premier niveau. Après, on n'est pas doué comme ça, il faut être curieux. C'est aussi c'est par rapport à une sensibilité, effectivement. S'il y a une sensibilité, on est plus apte à développer une créativité. Il y a des gens qui sont très doués en dessin, qui dessinent très très bien et qui n'ont aucune sensibilité. Donc voilà, ça dépend comment on place les choses, et puis après il y a des choses qui sont la couleur, il y a des notions à apprendre, il y a des choses à mettre en place. Moi j'ai appris le graphisme, c'est pas quelque chose d'inné, c'est voilà, apprendre à gérer les espaces, les vides, les pleins, les blancs, les noirs, c'est quelque chose qui s'apprend, la couleur aussi, et puis après c'est la curiosité. Moi je dis souvent quand on a des jeunes étudiantes qui viennent nous voir, c'est faut sortir le nez de son ordi, de pas regarder trop d'images et trop de choses sur son ordi et aller voir un peu ce qui se passe dehors et être très curieux. Voilà, il faut être très curieux, je pense, pour continuer d'être créatif. Le dessin, l'illustration, c'est particulièrement à la mode là depuis 1 ou 2 ans. Il y a beaucoup d'affiches, on voit beaucoup de silhouettes sur la vaisselle, etc. Comment vous expliquez ça? Enfin, est-ce qu'il y a une explication? Moi, je ne sais pas s'il y a un regain d'illustration. En tout cas, il y a un regain du fait main, je dirais plus. Enfin, de la sensibilité, c'est-à-dire que dans le dessin, dans l'expression, on a envie aujourd'hui effectivement de dessins où on sente la main. Donc là, je pense qu'effectivement, on est arrivé au bout de quelque chose et les gens ont envie de... C'est comme si le fait que ce soit fait à la main, ça rapportait un sens supplémentaire, une sensibilité. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on est en quête de ça. On a besoin de sensibilité, de sens. Je ne sais pas, alors peut-être que nous, on est un peu déformés parce qu'on baigne dedans. Donc peut-être qu'on n'a pas senti ce désamour et ce retour du motif. Nous, on a toujours baigné dedans. On n'est pas trop... on prête pas trop... le flanc aux tendances, nous on fait ce qu'on a envie de faire en fait, on trace. Ben justement, transition toute trouvée, j'allais vous parler de votre univers, je disais en intro, qui est très fleuri, coloré, vous le disiez vous-même. En 15 ans, il est très cohérent, même s'il a dû évoluer. Comment on trouve son style et comment on le fait évoluer au fur et à mesure des années? Alors, notre style, je crois que c'est vraiment la rencontre. Là, ça c'est vraiment un coup de chance que nos deux mains aient pu s'accorder autour de ce qu'on a construit ensemble. C'est quelque chose qui s'est construit au fil du temps. Au début, je me souviens, les premières fans, les proches, essayaient de deviner, ah tiens, ça c'est Céline qui l'a dessiné, ah non, ça c'est Caroline. Bon, ça c'était drôle. Et aujourd'hui, je pense que plus personne n'est capable de faire ça parce qu'effectivement, on est dans une vraie fusion. c'est étonnant cette expérience. Après, comme on est toujours motivé par l'envie, en fait, on n'est pas stratégique, on ne se dit pas, voilà, notre image c'est ça. Bon, de temps en temps, on s'interroge sur comment avancer, mais en fait, je crois que ce qui est vraiment important, c'est l'envie. Et du coup, comme on a cette force, cette unité, finalement, c'est assez naturel. Et bien justement, la nature, elle est très présente justement dans vos motifs. Ça représente quoi la nature pour vous? Qu'est-ce qui vous plaît tant dans la nature pour l'exprimer autant? Moi, c'est vraiment un souvenir de petite fille. J'avais un papa qui était paysagiste. J'ai toujours été me balader. Je suis quand même née dans les années 70, donc
côté très babos, aller à la pêche aux papillons, ramasser des fleurs et des plantes pour former des herbiers. Voilà, moi, la nature, ça a toujours été très important. Voilà, pour Caro, je pense que c'est un peu pareil. C'est apaisant, voilà, c'est quelque chose qui nous apaise. On vit à Paris, donc quoi que Céline, elle triche un peu. Elle vit à côté de Paris, donc elle a son petit jardin. Mais voilà, la nature, c'est à la fois une respiration et puis c'est un endroit où je pense qu'on a aussi toutes les deux toujours ce goût pour l'image, l'imaginaire, et la nature, c'est vraiment un univers où il peut se construire tellement de choses, c'est tellement de mondes différents, la nature, donc c'est une source d'inspiration constante en fait. Oui, c'est un printemps un peu éternel et ludique, votre univers, donc est-ce que, attention, psychologie de comptoir, c'est un peu l'envie de rester en enfance ? Peut-être parce qu'effectivement, il y a ce côté très enfantin. Et on a abandonné pas mal parce qu'à un moment donné, on avait quand même une galerie de personnages, de petits animaux humanisés, qui plaisaient d'ailleurs beaucoup aux Japonais. On a un petit peu abandonné ces personnages, on est resté sur la nature. Oui, et après, c'est aussi le côté assez épuré et stylisé qui fait qu'on a ce côté enfantin et naïf. Moi, j'avoue que dans l'illustration, c'est ce qui me plaît, d'aller au plus simple, au plus épuré. Puis c'est un thème qui est infini, en fait, aussi. La nature ? Oui. Et puis dans la nature, vous retrouvez toutes les gammes, toutes les couleurs, toutes les formes, c'est vraiment un territoire... Comment vous travaillez votre imaginaire ? Qu'est-ce qui vous inspire ? Qu'est-ce qui vous émerveille au quotidien ? Qui va nourrir même vos créations, tout ce que vous allez faire ? Les voyages, la lumière. Quel type de voyage, par exemple ? N'importe. L'idée de partir quelque part, d'aller découvrir d'autres gens, d'autres choses, une architecture, une lumière, des couleurs. Ouais, s'éloigner, en fait. S'éloigner de chez soi et revenir, en fait. Et c'est marrant parce que finalement, beaucoup de personnes trouvent que ce qu'on produit, c'est une manière d'enjoliver le quotidien. Et donc justement, c'est en s'écartant de ça, et en fait, on réinjecte la poésie qu'on va chercher en regardant un coucher de soleil ou en lisant un bouquin ou même un film. Moi, ma fille en ce moment me fait découvrir Tarkovsky. C'est un cinéma que je ne connaissais pas. Et alors là, je découvre une nature incroyable. Et là, je sens une inspiration qui vient à travers ça. C'est magique. En fait, l'inspiration, elle est partout. Il suffit juste de prendre le temps, en fait. Et de regarder. Voilà, il faut savoir regarder les choses. Alors, quand on pense créatrice, un peu artiste, on a l'impression que le champ des possibles est assez important. En plus, vous êtes indépendante. Est-ce que c'est si facile que ça au quotidien ? Est-ce que vous avez des contraintes, des difficultés, ou c'est aussi simple ? On a eu beaucoup de chance, mais on ne va pas mentir, il y a quand même des moments compliqués. Quand, par exemple, justement, on se lance dans l'auto-édition, l'auto-édition, ça implique des risques, de la logistique, plein d'aspects du métier qui nous amusent moins, qui sont intéressants, mais qui sont moins drôles. Comme quoi, par exemple ? Réceptionner une palette quand vous êtes au 4e étage et que le livreur n'a pas trop envie de défilmer sa palette, et vous vous retrouvez avec 40 cartons qui pèsent 10 kilos au bas de l'escalier. Un problème sur de la production, une production qui se règle pas comme vous voulez, des problèmes d'impression. Enfin voilà, il peut y avoir des tas de choses, des tas de petits grains de sable qui font que du coup c'est plus difficile que si on était en édition et qu'on n'a que la création à supporter. Voilà. Mais bon, l'édition a aussi ses contreparties. Mais ses contreparties, Parce qu'il y a des contraintes. Quand vous travaillez avec un éditeur, vous faites des concessions que vous n'avez pas forcément envie de faire. Donc voilà, ce petit cheminement parfois peut être aussi pas difficile, mais voilà, c'est pas juste voilà, je suis une artiste et j'y vais, je fais ce que je veux. C'est pas vrai. Mais globalement, si on est toujours là au bout de 15 ans, c'est que il y a plus de mieux que de moins. Vous avez mis longtemps à en vivre, entre guillemets ? Pas vraiment. Là encore, on a eu de la chance. Je crois que l'entreprise a été vraiment viable au bout de 3 ans. Bon, en même temps, on n'est pas... Voilà, on est raisonnable. Et est-ce que sur le côté duo, comment vous travaillez ? Est-ce que les rôles sont répartis entre vous, ou vous faites le même métier, vous échangez ? On fait le même métier, à 4 mains.
Donc Caroline peut Il commencer n'y en a pas une quelque qui est chose. plus dans la création et l'autre qui est plus sur le côté commercial, par exemple. Non, Non, Caroline est plus sur l'aspect administratif parce que c'est la gérante de Mini Labo. Mais ça, Et c'était que- un tirage au sort. C'est un tirage au sort, mais je pense qu'elle est, voilà, elle est meilleure y a que moi personne de là-dessus vous parce qui que je voulait suis le pas faire. très chiffre et j'ai des petits problèmes de mémoire. Il y a des choses. Après, je suis un bon petit soldat. Voilà, j'ai des missions, je peux les faire. Caroline, elle fait une veille sur plein de choses qui, moi, m'échappent totalement. Et c'est bien pour ça que, voilà, on n'a jamais voulu trop aussi grossir et gérer des gens, par exemple. Ça, je pense que Vous êtes du ça coup serait que très toutes les compliqué. deux ou vous êtes On n'est que toutes les deux. vraiment que toutes les deux. Après, Après, vous faites on a appel à des- des free. On a des partenaires ou on a une personne qui vient gérer un petit peu la partie administrative qui nous aide sur la comptabilité, mais Oui, et sur l'e-shop, on sous-traite aussi. On a un petit e-shop qui présente l'ensemble de notre collection. Donc là, on sous-traite les newsletters, on sous-traite l'intégration des produits. Mais ouais, on est une toute petite coquille. Voilà. Mais assisté, voilà, on a une attachée de presse, on a des personnes qui des nous aident partenaires pour la ponctuellement com. sur des projets, une scénographe quand on veut faire un événement, une photographe pour nos visuels. On se fait aider de plein de personnes. C'est très intéressant d'ailleurs de travailler comme ça, puisque du coup ça produit plein d'échanges, mais il n'y a pas de hiérarchie. C'est quelque chose d'horizontal en fait, donc c'est assez intéressant de travailler comme ça. Et vous êtes toujours d'accord, du coup, sur les projets? Sur les projets, oui. oui. Il n'y a pas de On peut dire, discussion, oui, non, il n'y a pas de débat. On va parfois dire, bah, moi je le sens pas, ça, j'y arrive pas. Alors si toi tu le sens, reprends-le parce que j'avance pas. C'est plus ça. On peut être parfois dans l'impasse, l'une ou l'autre. Donc on va reprendre ou voilà. Après on se fait confiance. Donc s'il y en a une qui se dit, bah, moi je pense qu'il faut y aller là sur ce truc-là, bon, on y va. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas. Puisque là, vous fêtez vos 15 ans, vos débuts vous paraissent loin. Un petit peu maintenant quand même. Quels souvenirs vous gardez de vos 15 ans? Ah bah là, c'est cette façon de travailler à la main au début où il fallait produire pendant un temps donné, faire des réalisations, faire des productions. Voilà, c'était vraiment un travail manuel et voilà, particulier. On n'est plus du tout dans ce type de travail. Voilà. Et qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? On a gagné en maturité, donc peut-être qu'on décide un peu plus vite les choses. On décide pas plus vite, mais on sait ce qu'on ne veut plus faire, en fait. Voilà, je crois que c'est l'expérience. Et on sait dire non. Peut-être qu'on avait peur de dire non avant, maintenant on est plus capable de dire non. Et finalement, on trace un petit peu une boucle, parce qu'on revient à cette envie, effectivement, de produire des choses nous-mêmes, quelque chose qu'on avait complètement mis de côté depuis quelques années. Et là, on se rend compte qu'on a besoin de maîtriser peut-être un peu plus certaines choses, et du coup, on a de nouveau cette envie de... Même on a une envie d'un retour vers le manuel. On s'est inscrits toutes les deux à différents ateliers. On bricole, on renoue finalement avec... non pas avec nos débuts, parce que ce sont des choses différentes, mais on a envie d'aborder de nouveau les choses par nous-mêmes. En tout cas, ce travail manuel dont on parlait tout à l'heure, voilà, ça revient tout doucement. Donc c'est une volonté de rester petite, entre guillemets, et indépendante. Tout à fait, oui. Quel est votre style déco? Chez vous, ça ressemble à quoi? Alors, vas-y, ça ressemble à quoi? Alors, moi, pour le coup, j'ai pas une maison super déco. Pour moi, une déco, c'est quelque chose qu'on ne sent pas. On ne doit pas sentir que c'est de la déco. Donc, moi, j'aime les objets. Je suis une grosse accumulatrice, donc c'est un petit peu un problème. Mais voilà. Votre métier en même temps. Donc. Oui, mais c'est même pas tant lié à mon métier. C'est plus ce que ça va raconter, en fait. Moi, j'aime les histoires, donc du coup, voilà, j'entasse des histoires dans ma maison. Voilà, on a une vie de famille, on est un peu littéraire, donc on est envahi de bouquins. Donc voilà, moi, ce qui est important, c'est qu'on se soit chaleureux et confortable avant tout. Après, oui, il y a de la couleur, il y a du motif, mais c'est pas, voilà, je suis pas dans la déco. Et moi, j'aime bien les décos assez épurés. Il ne faut pas que ça soit trop chargé. J'ai très peu de choses au mur. Et très souvent, on me dit, mais il n'y a pas de mini-labo, il n'y a pas d'illustration mini-labo. Et moi, je préfère accrocher les autres chez moi. Voilà. Après, on a nos coussins, on a nos plateaux. Mais voilà, en visuel, j'aime bien afficher le travail des autres. Et voilà, j'ai une déco assez épurée. À l'inverse, un petit peu de chez Caroline, en fait. Et votre atelier, votre bureau, ça ressemble à quoi? Par contre, là, on imagine qu'il y en a partout. Et, Il y a pas mal de choses. Et le bureau de C'est quoi Caroline comme est plus chose, chargé que le justement? mien, par Ah ouais, exemple, comme à la maison. toujours. Voilà. Qu'est-ce qu'on Mais- trouve, par exemple, dans un atelier comme ça de créatrice?
à tous nos produits. On a fait une petite installation un petit peu sympa. C'est pas un vrai showroom, mais il y a quand même un petit peu de choses mises en place pour que quand on reçoit des gens, qu'ils puissent voir assez rapidement, découvrir notre univers. Donc là, le podcast va être diffusé le 27 décembre, donc on s'imagine en plein milieu des vacances de Noël. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire un 27 décembre? Elles vont ressembler à quoi vos vacances de Noël? Une journée type? Est-ce que vous allez être en vacances? Ouais. On va être. C'est pas une période vraiment pour moi de vacances. C'est une espèce de période un peu bizarre, interlude. Moi, j'aime pas Noël, par exemple. Donc, mais le 27 décembre, je vais être affalée dans mon canapé à regarder des films de Noël. À écouter des podcasts. Et éventuellement, voilà. Et toi, Caroline? Moi, c'est une période où on cuisine, on pâtisse. Alors, ça peut paraître dingue parce que ce sera déjà un peu gavé à Noël. Mais c'est une période où, du coup, où tout le monde est à la maison, donc un peu en pointillé parce qu'on a tous des activités, mais on aime bien se retrouver autour du fourneau, faire des gâteaux, boire du thé. Et comme Céline, regarder des vieux films sous un plaid dans le canapé. Voilà, très cocooning. Très cocooning, ouais. Alors, on va terminer avec les questions à Watt 1000. Alors, ce sont des questions à 4 €, parce que j'ai cherché un mini prix sur votre site. Donc, c'est le prix d'un paratapas, on dit ça. J'ai découvert ce que c'était. Vous pouvez peut-être juste nous dire, c'est intéressant, je ne savais même pas que ça existait. C'est quoi un paratapas? Oui, mais c'est normal, personne ne connaît le paratapas. C'est une invention de Moutet avec qui nous travaillons sur le torchon jacquard. Et ils ont eu l'idée de miniaturiser le torchon pour éviter la serviette jetable en papier de l'apéro. Donc c'est un mini torchon qu'on utilise comme une petite serviette, soit pour présenter une petite bouchée apéritive ou pour s'essuyer les mains. Donc c'est pour lutter contre la serviette jetable et c'est réalisé en jacquard de coton et c'est fabriqué en France. D'accord. Bon alors, c'est quelque chose qui est petit et donc mini comme mini labo. Donc mon angle c'est le mini. Où aimeriez-vous aller en minibus? En minibus, pas trop loin alors. En minibus, oui, ça dépend du confort, mais... Non, un minibus confortable. Alors peut-être quand même un petit road trip américain. Alors, moi, ça serait l'Islande. C'est un peu loin, en minibus, je pense, mais ça va être compliqué, mais voilà. En vacances, pour ou contre le mini-golf? Contre. Alors là, oui, j'ai pratiqué avec mes enfants il y a très très longtemps, mais... Voilà, vraiment sous la menace. Voilà. Est-ce que ça vous arrive souvent d'être en mini-jupe? Jamais. Jamais. Est-ce que vous avez déjà déjeuné au Mini-Palais? C'est le restaurant du Grand Palais, il faut connaître. Jamais, c'est l'occasion. Un défi. Est-ce que vous étiez plutôt mini-pouce ou mini-cum? Ni l'un ni l'autre. Minicum, c'est pas trop notre époque, Minicum. Ouais, mais est-ce que vous avez déjà regardé? Parce que nous, c'est Dorothée, quoi. Bah oui, je sais. Casimir, Dorothée, enfin voilà, quoi. Oh, pas Minicum. Et c'est quoi Mini-Pouce? Mini-Pouce, c'est un dessin animé sur une histoire ce sont des mini-personnages qui ressemblent à des souris et qui sont tout petits. Et il y a juste un garçon qui connaît l'existence de ces mini-souris et... Bon, je ne le connais pas, mais ça me plaît plus. Toujours dans l'univers dessin animé, est-ce que vous savez quand a été dessinée pour la première fois Minnie, la femme de Mickey? Non, je sais pas, 1910 Voilà, 1928, par Walt Disney. Est-ce que vous avez un mini-market en bas de chez vous? Même pas. Pourtant, je suis à Paris, mini-market. Non, moi non plus, moi je suis en banlieue, donc non, pas ce genre de choses. Non, moi je connaissais pas, c'est quand j'ai fait mes recherches sur Mini que je suis tombée là-dessus. C'est quoi un mini-market du coup? C'est une chaîne qui doit s'appeler Mini-Market. Ah ouais. Bon, merci beaucoup. Merci Hortense. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette émission pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter, LinkedIn ou en story Instagram par exemple. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Hortense Déco ou via le compte Décodeur Podcast sur Instagram. Et si jamais vous écoutez sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire, rubrique classement et avis, parce que
Plus j'ai de commentaires, plus Décodeur se démarque dans la jungle des podcasts, ce qui est très important pour moi, pour me faire connaître encore plus largement et faire découvrir le monde de la déco au plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.